Bonjour à tous les fans de cinéma. Alors aujourd'hui, on va faire la collection des Blu-ray, les films les plus récents, c'est-à-dire sortis entre 2010 et 2019, même voire 2020. Alors comme d'habitude, on va faire une critique sur chaque film. Je vais les ranger par ordre chronologique dans cette étagère. Les Aventures de Tintin, donc de Steven Spielberg. Le premier film que j'ai de la décennie en Blu-ray, c'est d'ailleurs à partir de ce film que je me suis mis en Blu-ray parce que ce film pour moi est tellement une claque visuelle que c'était indispensable de l'avoir en Blu-ray. Donc je me suis mis au Blu-ray à partir de cette époque, c'était en 2011. C'est un de mes films préférés de la décennie, c'est un de mes Spielberg préférés. Je trouve que ce qu'il fait avec la performance capture est hallucinant. Il y a des scènes qui sont restées vraiment dans ma mémoire, comme quelques-unes des plus impressionnantes de la décennie. Pour moi, la scène de la poursuite en moto, mais surtout la scène des pirates sur le score de John Williams. J'ai rarement vu aussi hallucinant en termes de pure mise en scène depuis peut-être la scène du métro aérien dans Spider-Man 2. C'est un de mes, il est dans mon top 10 vraiment de la décennie 2010. Euh, cette collaboration avec Peter Jackson, deux amoureux de Tintin, est vraiment passionnante. J'adore ce qu'il a fait avec le personnage. Pour moi, c'est un des meilleurs films d'aventure depuis Indiana Jones et le Temple Maudit. Je compte pas le 3 et encore moins le 4 des Indiana Jones, mais c'est un des meilleurs films pour enfants. Je dirais même pas un des meilleurs films d'animation, parce que pour moi, c'est même pas vraiment un film d'animation, c'est la performance capture. Euh, J'aimerais beaucoup que Peter Jackson fasse le Temple du Soleil, hein. Ça fait des années qu'on l'attend, mais apparemment ça semble pas trop se dégoupiller pour l'instant. On a Edgar Wright et Stephen Moffat à la production et au scénario. C'est un film, moi, que je regarde en boucle, que je trouve exceptionnel. Vraiment un des meilleurs films d'aventure de la décennie. Tac. On a la trilogie de Detective D, des films que j'ai tous vus au festival Hallucination Collective de Lyon. Je crois que c'est même un des premiers que j'ai vus à l'époque au festival. Et j'essaie de tous les voir depuis parce que ça a été une saga. Apparemment, il va y avoir aussi un quatrième film, mais c'est pour moi la meilleure saga de Tsuyark depuis la saga d'Elle était une fois en Chine. Cette saga du juge T, vraiment une espèce de Sherlock Holmes chinois génialissime avec des quêtes et des histoires de pouvoir et oui, de conquête, de complot sur cette impératrice, une des premières impératrices à l'époque. C'est vraiment un Sherlock Holmes chinois génial avec des idées visuelles tout le temps hallucinantes. Bon, c'est Tsuyark en termes de mise en scène, on va pas le réinventer. Mais j'adore cette trilogie. On a le 2, hein. Le premier c'était le mystère mystère de la flamme fantôme. Là c'est le 2, la légende des dragons des mers en 3D. Je préfère personnellement le 1 qui est mon préféré de la trilogie, mais le 2 est très intéressant pour la 3D. Pareil, une histoire de complot, une histoire de machination assez passionnante, avec toujours un peu cette critique politique et ce côté subversif et satirique qui est toujours dans le cinéma de Tsuyark. J'aime énormément cette trilogie. Le troisième, peut-être celui que j'aime le moins, La Légende des Rois Célestes. Celui-là se concentre beaucoup plus sur les illusions et les simulacres. Il va beaucoup plus loin visuellement dans la 3D. On sent que Tsuyark est passé dans le Journey to the West de Stephen Chow et qu'ils ont poussé beaucoup plus loin les expérimentations. Et ça se sent, celui-là est un détective dit post Journey to the West, je trouve beaucoup plus proche d'un Stephen Chow dans les délires visuels. Mais ça reste quand même un film intéressant, même si pour moi, pour l'instant, c'est le plus faible de la saga. Donc voilà pour cette trilogie Detective D, une trilogie que j'aime beaucoup et j'irai vraiment voir toutes les suites s'il y en a d'autres. Apparemment, ils ont parlé d'un quatrième film où il y aurait les deux acteurs de Detective D des deux générations qui se rencontreraient dans une histoire de voyage dans le temps. Ça pourra vraiment être très intéressant. Mais j'aime beaucoup cette saga. Vraiment, on se rapproche presque d'un univers d'un Del Toro quand il fait Hellboy 2 par exemple, ce festival de monstres, ce festival de voilà d'idées. J'aime beaucoup cette saga. Hop. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, donc la version de Fincher et pas la version téléfilm avec Noomi Rapace. Là, c'est la version Rooney Mara. J'adore ce film. J'adore le duo Daniel Craig, Noomi Rapace, Rooney Mara, pardon.
J'aime beaucoup cette espèce d'anti-James Bond un peu féministe qui commence avec un générique à la James Bond et Daniel Craig bien sûr, mais finalement James Bond va être une sorte de James Bond girl entre les mains de la vraie James Bond hein, qui serait Rooney Mara, hein, ce personnage de Lisbeth Salander, un personnage 2.0 hacker, féministe, lesbienne, hardcore. C'est bon, c'est un récit très moderne hein, qui vient à la base des romans, mais j'aime beaucoup ce qu'on a fait Fincher, comment il s'est réapproprié le film pour en faire vraiment un film de son univers, de son style, avec vraiment des effets spéciaux numériques, invisibles à l'œil nu, comme il en a le secret pour recréer une ambiance assez passionnante. C'est un des meilleurs polars, un des meilleurs thrillers pour moi des années 2010, même s'il fera d'autres films bien meilleurs dans la décennie, ça reste un film qui fait quand même énormément plaisir et que je pourrais voir des centaines de fois, hein. C'est vraiment un très bon film. Ensuite, Le Drive de Nicolas Winding Refn, peut-être le dernier bon film de Winding Refn pour moi. Après, je trouve qu'il est parti un peu en vrille avec Only God Forgive ou The Neon Demon. Mais j'aime bien cette espèce de trilogie un peu de la solitude et cette espèce de chevalier moderne qu'on avait déjà un peu dans Valhalla Rising, cette espèce de personnage presque melvillien et muet. On a le personnage aussi de Bronson, mais là Bronson c'est plus un personnage qui cherchait à être beaucoup plus connu et à être un personnage beaucoup plus extraverti, on va dire. Oui, après, bon, on a beaucoup critiqué ce film culte à sa sortie, et que tout le monde a un peu oublié aujourd'hui. C'est pas faux. On est déjà un peu dans la poste du cinéma de Winning Refn. On est déjà un peu dans un côté un peu arty et prétentieux qui va après jalonner tout le reste de la filmographie de Winning Refn. Mais j'aime bien ce film. Pour moi, c'est son dernier bon film. Pour moi, c'est la révélation un peu de Ryan Gosling parce que bon, les films qu'il a fait avant, moi, je suis pas très fan. J'aime cette ambiance Melville, j'aime ce remake un peu déguisé du Driver de Walter Hill. Je trouve que c'est un film qui est vraiment propre et efficace en termes de mise en scène, qui est une espèce de questionnement aussi sur la violence assez intéressante, la BO très un peu électro mélangée aux années 80 et aux années bien sûr 2010, Kavinsky, qui va créer un peu un style visuel qui sera pas mal récupéré dans les années 2010. On pense bien sûr à la saga des John Wick ou plus récemment au film de S. Greg Zahler par exemple, qui a vraiment un peu ce style. Je trouve que Drive a lancé un peu un style vraiment propre aux années 2010, qui va naviguer entre une espèce d'électro new wave tendance 80-90 et la modernité des années 2010. Hop, on va le mettre comme ça. D'un des meilleurs Ben Affleck en tant que réalisateur. Pas mon préféré, mais très bon film de braquage, dans la lignée un peu de Michael Mann, même si pour moi on est assez loin de Michael Mann hein, quand même en termes de qualité. C'est vrai que c'est pas un film qui m'a énormément marqué, comme beaucoup de films de Ben Affleck, je suis pas très plus fan que ça. Argo était très bien aussi, mais alors son film de gangster, là je sais même plus comment il s'appelle, ça m'avait pas du tout marqué. Mais c'est à voir quand même, il faut soutenir le cinéma de Ben Affleck, c'est quand même un réalisateur assez solide et assez sérieux. Hop, Hugo Cabret, alors pas le meilleur film de Scorsese. Scorsese qui s'essaye au film pour toute la famille, c'est un peu... Il y a du bon et du moins bon. Moi je trouve que c'est un film de Noël assez inégal et je trouve que Scorsese c'est pas vraiment bien rythmé les films pour toute la famille. Et je pense qu'un enfant pourrait s'ennuyer devant ce film. Par contre je pense que c'est vraiment un film pour les cinéphiles adultes qui sont restés d'éternels enfants et vraiment une déclaration d'amour au cinéma et à la naïveté un peu perdue du cinéma, bien sûr, et à un certain réalisateur bien connu, dont je ne révélerai pas l'identité pour pas spoiler le film, mais je trouve qu'il y a une espèce d'amour et de déférence à la fois à King Vidor, à Buster Keaton, avec des références visuelles un peu partout assez intéressantes. Mais pour moi, ce film, il faut vraiment le coup pour la 3D. À mes yeux, c'est le meilleur film en 3D que j'ai vu de toute la décennie. Comme disait James Cameron à Scorsese, Scorsese a utilisé la 3D comme une nouvelle palette de couleurs en expérimentant beaucoup plus et il n'a pas voulu créer, je pense, une 3D immersive à la Gravity ou à l'Avatar, mais une 3D qui donne un peu une impression de maison de poupée avec un côté très maquette de Paris que moi j'ai trouvé magnifique. C'est vraiment un des plus beaux films que j'ai vu en 3D. Les scènes de tournage du réalisateur dans le film avec des 3D, des profondeurs de champ assez magnifiques. Vraiment, il faut ressortir toute la beauté des décors
et de la mise en scène de Paris, et ce côté Paris un Paris un peu épiphanique, un peu cliché, un peu... ouais, c'est vraiment un film qui est vraiment une claque visuelle, et pour moi ça reste le plus beau film en 3D de la décennie. Voilà. La Top de Thomas Alfredson qui avait réalisé Morse. Dans mes souvenirs, c'est le film le plus compliqué que j'ai eu pour moi de la décennie. J'étais sorti de la salle, j'avais absolument rien compris du début à la fin. J'étais complètement largué. Alors évidemment, je l'ai revu aujourd'hui. Il y a encore des choses qui m'échappent, mais j'ai quand même compris beaucoup plus le gros de l'intrigue, ce jeu de pouvoir et ce côté un peu spleen. Et, bon, c'est un film qui a beaucoup de niveau de lecture, mais j'ai surtout sur l'humeur d'avoir rien compris la première fois. C'est vraiment, ça m'est jamais arrivé au cinéma. J'étais mais complètement largué, mais dès le début, je ne comprenais même pas l'intrigue. Donc c'est vraiment un film à l'ancienne, un vrai thriller paranoïaque d'espionnage avec un casting de fou, Tom Hardy, Colin Firth, Gary Oldman, il y a vraiment un casting de fou, comme Barbatch aussi. C'est vraiment un des films marquants pour moi de la décennie. Hop, voilà, il faut que j'arrête de dire hop. Le Happiness Therapy de David O. Russell, donc David O. Russell, excellent réalisateur, on va dire avec sa saga américaine comme Fighter ou Joy. Le Happiness Therapy, c'est peut-être son film le plus emblématique. Pour moi, c'est la meilleure comédie romantique des années 2010, tout en étant une anti-comédie romantique. En fait, c'est un anti-Dirty Dancing déguisé en un film de barge, en un film de frics, en un film de dégénéré, avec, comme disait Yannick Dahan, un de mes critiques préférés, une mise en scène très Cassavetes, avec des espèces des jeux d'acteurs qui s'échangent, des, des, des répliques, et un découpage très dynamique. Comme Cassavetes, David O. Russell fait du jazz avec les images, et c'est vraiment une anti-comédie romantique, mais qui finit par en devenir vraiment une, et pour moi un classique de la comédie romantique, peut-être une des meilleures des années 2010, un duo génial, un Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, c'est vraiment un film qui est un pur bonheur à voir et à revoir, et en plus la réapparition de Robert De Niro qui n'avait pas fait grand-chose depuis très longtemps, en tout cas dans les années 2000, à part la saga de mon beau-père et moi. Mais j'adore ce film, c'est peut-être le meilleur David O. Russell avec Joy aussi. Ensuite, une des meilleures sagas peut-être des années 2010, la saga de la planète des singes. Donc les origines, l'affrontement, le deuxième, la planète des singes, suprématie, le dernier volet. C'est une saga qui me tient énormément à cœur. J'ai vu tous les films au cinéma à l'époque. Le premier m'avait pas énormément marqué. Je trouve que c'était un film plutôt fonctionnel, mais pas marquant, qui faisait le taf et qui remplissait bien le cahier des charges, mais qui allait pas très loin. Je trouve que le 2 a donné une autre dimension à la version de Matt Reeves, même si pour moi c'est un film qui est pas vraiment achevé. J'ai l'impression qu'il manque des éléments, mais ça crée déjà une saga intéressante. Et le 3 pour moi est vraiment une conclusion parfaite, même si les trois films pris à part ne sont pas exceptionnels. Je trouve que ça reste une des trilogies, une des sagas les plus solides de la décennie, une des plus attachantes, une des plus touchantes et une des plus efficaces. Le César de Andy Serkis, pour moi, est devenu un des personnages emblématiques de la décennie, en tout cas un des personnages forts en performance capture. Bon, même si pour moi, il vaut pas le Haddock du Tintin de Spielberg, qui est un des meilleurs personnages en performance capture de tous les temps. Ça reste une saga que j'aime énormément, très solide, qui se conclut vraiment pas de manière parfaite, mais de manière assez bienvenue, assez bien construite. J'aime beaucoup cet arc, voilà, très Moïse de ce personnage, même si j'ai un petit souci quand même de morale, parce que je trouve que la moralité de cette saga s'éloigne beaucoup plus de la première saga de la planète des singes, hein, avec le premier film de Schaffner, qui était une sorte de questionnement sur le révisionnisme religieux et l'obscurantisme, et où les singes étaient des manipulateurs, et une métaphore un peu du macartisme et de la parano des listes à Hollywood et tout ça. Et là où vraiment le singe devient le héros dans celui-là, donc ils ont changé un peu la moralité, ce qui est pas dommage, mais qui ne colle pas vraiment là, avec la saga d'origine. Donc les trois films, ils vont aller là. Cheval de guerre, alors c'est peut-être pas le meilleur Spielberg de la décennie, c'est un film que peu de personnes a vu,
Moi, il faut savoir qu'à l'époque, je l'ai vu au cinéma dans une soirée spéciale avec le Rotary Club. Je me suis incrusté, je savais même pas que c'était le Rotary Club. J'étais allé, mais limite en pantoufles et avec un débardeur dégueulasse. Et je voulais juste voir le film qui passait en avant-première et je savais même pas dans quelle soirée j'étais. C'était dans un petit cinéma de quartier, hein. Et c'était vraiment une soirée organisée avec un petit buffet et un petit discours. Des gens en plus qui n'avaient rien à foutre du film, qui étaient juste là pour promouvoir un peu leur club. Donc j'étais un peu mal à l'aise, mais bon, moi j'ai vu le film en avant-première, donc j'étais content. Bon bref, voilà. C'est un Spielberg vraiment dans un classicisme de studio très Selznick, très Autant n'emporte le vent, espèce de film choral avec ce cheval qui va traverser la guerre et rencontrer énormément de personnalités différentes à travers les camps, à travers les frontières, à travers la guerre, qui peut faire penser à l'âne de Hazard Balthazar de Bresson. C'est un film qu'on pourrait trouver too much, mais moi je le trouve assez beau, oui, d'un classicisme assez flamboyant, avec une BO de John Williams magnifique. Si vous aimez vraiment les films des années 40, c'est assez exceptionnel, cette mise en scène est vraiment géniale, mais comme toujours chez Spielberg, cette mise en scène omnisciente et magnifique. À la place, je crois que c'est un spectacle sur scène, hein, qui a été vraiment réadapté par Spielberg pour le cinéma. Mais un film malheureusement pas très connu, qui est vraiment à la frontière entre ces films de l'enfance, un peu Amblin, un peu L'Empire du Soleil, et ces grands films de guerre qui traversent l'histoire, comme le fait souvent Spielberg, hein. Quand Spielberg raconte l'histoire, c'est toujours très intéressant, un peu comme John Ford. Ensuite, John Carter. Donc là, vous allez vous foutre de ma gueule, mais pour moi, c'est un film magnifique. Le film maudit de Disney, un des plus gros beats de Disney qui a failli faire couler le studio à l'époque. Et pourtant, il y a tellement de choses intéressantes dans ce film. Ça aurait pu être une saga magnifique. Ça fait partie des Disney Live que j'ai beaucoup aimé dans cette décennie, comme le Oz de Sam Raimi ou le Tomorrowland de Brad Bird. Là, on a Andrew Stanton, encore un réalisateur de chez Pixar, réalisateur de Nemo, réalisateur de Wall-E, Wall-E, un de mes Pixar préférés. Cette réécriture, cette réadaptation du cycle de Mars de Edgar Rice Burroughs, c'est vraiment pour moi un film qui est pas parfait, mais qui tente quelque chose dans un univers sclérosé par toujours les mêmes franchises, les mêmes personnages, où on n'essaye jamais rien. Ça aurait pu être une nouvelle saga à la Star Wars, ça aurait pu être quelque chose d'épique, une promesse d'évasion. Pour moi en plus, ça m'a permis de découvrir l'histoire de John Carter, hein, qui est quand même une base d'énormément de choses, que ce soit de Star Wars, de Superman, du Seigneur des Anneaux. Edgar Rice Burroughs, c'est quand même l'écrivain qui a créé Tarzan, mais qui a créé aussi ces personnages tellement emblématiques et tellement importants de la culture populaire, qui a été récupéré à peu près partout dans les films d'aujourd'hui, dans les histoires de super-héros par exemple, ou dans les histoires de mythes campbelliens. Ce film m'a permis de découvrir cette histoire que je ne connaissais pas. Voilà, on a déjà du Avatar, on a du Star Wars, mais c'est un film qui, je pense, est sorti trop tard. Il est arrivé après toutes ces sagas, il aurait dû sortir avant, comme dans la version des années 30 qu'il devait y avoir dans le passé. Voilà, un film maudit qui n'a pas du tout marché à cause de la mauvaise communication des studios qui préféraient vendre des franchises plus connues. Un film qui peut paraître une espèce de pâle copie de l'attaque des clones, le dernier Star Wars, le deuxième Star Wars, mais qui est bien plus que ça. Pour moi, c'est vraiment une promesse d'aventure. Et quand j'ai vu la fin, j'avais vraiment envie de retourner sur cette planète, de retourner avec ces personnages. Et malheureusement, il n'y a jamais eu de suite. Ça restera un film maudit, un vrai film culte qui, je pense, va peut-être être revu à la hausse au fil des années. Carter. Claude Atlas, alors là, on est encore dans un de mes films préférés, dans mon top 10 avec le Tintin de Spielberg. Il doit être cinquième ou sixième de mon top 10 de la décennie. C'est un film complètement fou pour moi. Ce film des Wachowski et de Tom Tickler, pour moi, c'est le meilleur film choral jamais réalisé. Une espèce de intolérance moderne. C'est aussi, il faut le savoir, le film indépendant le plus cher jamais réalisé, il me semble, hein, de l'histoire du cinéma, en tout cas depuis Apocalypse Now, ce qui est assez dingue parce que pour un film indépendant, il faut savoir que les réalisateurs se sont autofinancés dans tous les pays où ils sont allés et ils ont fait leur film en marge des gros studios, donc ils ont fait un film extrêmement cher, extrêmement ambitieux, extrêmement compliqué à monter, mais ils se sont débrouillés d'avoir un financement dans chaque pays où ils allaient, ce qui donne un côté, un film protéiforme, un film qui a plusieurs personnalités, où il n'y a que 5 ou 6 acteurs
connus, mais qui vont jouer plusieurs rôles à plusieurs époques différentes, même plusieurs sexes différents. C'est un film qui est pas parfait visuellement, mais moi je l'aime pour ça. C'est vraiment un film qui m'a fait penser un peu au changement de sexe des Wachowski qui va arriver à la même époque et qui annonce un peu un changement de corps, un changement d'esprit, un changement de spiritualité. C'est un film que moi je connais par cœur, peut-être que j'ai le plus vu de la décennie, qui est pas parfait encore une fois, mais pour moi un casting de rêve, un des meilleurs Tom Hanks, un des meilleurs Ali Berry. Il y a plein d'acteurs. Une des meilleures BO pour moi aussi de la décennie. C'est un film extrêmement musical qui joue énormément sur les registres de la musique et sur cette mélodie du Claude Atlas, qui mélange les genres à chaque époque. Chaque époque représente un genre. On a le film d'époque très Joe White au début, très fin de siècle, avec cette histoire de compositeur homosexuel assez belle, qui pourrait être vraiment un film de Joe White ou un film canois. On a cette histoire aussi d'esclavagisme au début qui fait très film politique, un peu à charge, un peu la Amistad de Spielberg qui est aussi très bien. On a le côté polar des années 70, urbain à la Pacula, le segment avec Ali Berry qui est aussi un très bon polar pris à part dans le film. Comme ça reste un très bon polar assez bien écrit sur des magouilles politiques très intéressantes. On a le sketch humoristique avec cet éditeur qui se retrouve dans une maison de retraite, enfermé par une méchante infirmière qui fait très presque frère Cohen et qui a un humour beaucoup plus absurde, très différent des autres. On a la partie film d'anticipation, très Soleil Vert, très Blade Runner, qui est personnellement mon segment préféré, le segment de Somni. J'adore ce film, j'adore ce segment, pardon. Et on a le segment post-apocalyptique, le dernier avec Tom Hanks dans un de ses plus beaux rôles pour moi, avant Mad Max Fury Road, donc un film qui mélange les genres et que j'aime énormément, que je pourrais regarder en boucle et qui a une des plus belles BO de la décennie dans une assez belle édition Blu-ray. L'Odyssée de Pi, Ang Lee, aussi un de mes réalisateurs préférés, pour moi un grand expérimentateur du cinéma avec peut-être Robert Zemeckis. Un réalisateur qui se réinvente à chaque film. Là, c'est vraiment un de ses plus gros succès de la décennie. Un des plus beaux films en 3D aussi. Cette histoire de conte et de fable sur Dieu, pour moi, c'est une des meilleures manières d'expliquer la complexité de la croyance et de la foi, de la croyance en Dieu à un enfant, de manière très visuelle, de manière très symbolique. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu est en nous? Est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il vaut mieux croire à quelque chose qui n'existe pas plutôt qu'à cette vie dure déjà écrite d'avance? Moi, c'est un film que j'aime énormément aussi. L'Odyssée de People de Juan Antonio Bayona, un film qui n'a pas du tout marché à l'époque, comme à peu près tous les films de Bayona. C'est pourtant peut-être un de mes préférés, même si je préfère Quelques minutes après minuit. C'est un film pareil, assez symbolique sur le tsunami de 2004, qui te filme ça comme si c'était presque un film de monstre. Et puis après, c'est un film sur un miracle qui va arriver, qui est une histoire vraie en plus, et dont Bayona va se servir de prétexte pour expérimenter une mise en scène, mais qui pour moi annonce presque le Gravity d'Alfonso Cuarón, extrêmement symbolique, extrêmement métaphorique, un film d'une beauté. C'est pas juste un film qui est là pour faire pleurer dans les chaumières, c'est un film exceptionnel en termes de mise en scène, un des plus beaux pour moi de la décennie. The Impossible. Super 8 de DJ Abrams, film que j'aimais bien à l'époque, que j'aime plus du tout aujourd'hui, que j'ai un peu oublié, qui est un peu à l'origine de cette vague de nostalgie artificielle et fausse des années 80 qui va donner Stranger Things, des trucs à la con comme les Star Wars ou les Jurassic World ou tous les trucs de Disney qui servent à rien. C'est pas dégueulasse, ça se regarder, mais ça sonne tellement faux. Le film raconte pas grand chose, une espèce d'histoire de deuil très copié sur E.T., mais finalement qui tourne en rond. Pour moi, en fait, le film n'arrive pas du tout à attraper le côté assez magnifique et sur l'enfance qu'avait par exemple un E.T. ou même des Gremlins. Ça sonne un peu artificiel, ça sonne un peu faux. C'est dommage parce que je pense qu'il y a une sincérité dans ce film. Mais J.J. Abrams, c'est pas Spielberg, J.J. Abrams, c'est pas Joe Dante. Et ça se ressent dans le film, ça sonne un peu faux. Il y a des bonnes idées, mais le monstre ne sert à rien. Les personnages sont pas très attachants. C'est un film que j'ai vraiment un peu renié avec le temps. Hop, ici.
Ted de Seth MacFarlane, film dont je me fous pas mal en fait. Je suis pas du tout fan de Seth MacFarlane, hein, le réalisateur de Family Guy. Déjà Family Guy, ça m'intéresse pas énormément. L'humour geek est sympa, mais ça va pas très loin. Je trouve il y aura des comédies beaucoup plus intéressantes dans la décennie. Pour moi, c'est pas très drôle, c'est un peu mou en termes de mise en scène. Et ça devient une comédie romantique assez basique, pas très intéressante, hein, contrairement au Happiness Therapy de David O. Russell. Film surestimé pour moi. On va le mettre au-dessus avec Super 8, parce que j'aime pas trop ces deux films. Zero Dark Thirty, chef-d'œuvre de Catherine Bigelow, peut-être un des plus grands films de la décennie. Cet immense traque de Ben Laden pendant 10 ans, de cette femme qui va être une sorte de Jeanne d'Arc moderne, qui va entendre des voix, qui ne sera pas écoutée par les institutions, qui va se battre seule face à un démon, face à un fantôme, qu'elle va finir par retrouver, parce que c'est la traque de Ben Laden, on connaît tous la fin. Mais c'est un film dossier, mais génialissime, d'une écriture, mais aux petits oignons, un film parfait. Pour moi, c'est le film qui, je pense, dans l'inconscient collectif, va mettre fin, en fait, à 10 ans de parano un peu terroriste. C'est le dernier grand film post-11 septembre, pour moi, de l'histoire du cinéma. C'est un film sur la mythologie de l'Amérique et sur les scandales, un peu comme toujours chez Catherine Bigelow, hein, toujours des scandales cachés derrière les drapeaux de l'Amérique, que ce soit les émeutes de Détroit ou bien sûr les délaissés de la guerre et les hommes obsédés par la guerre dans des mineurs. Là, c'est vraiment les exactions de Guantanamo. C'est un film magistral, c'est un film indispensable. Catherine Bigelow était une des meilleures réalisatrices de la décennie, pour moi, peut-être même une des meilleures réalisatrices de tous les temps. Zero Dark Thirty. Ici, Le Territoire des loups de John Carnahan. Film qui a pas énormément marché, qui pourrait faire penser à une espèce de Liam Neeson exploitation à la Taken, alors que c'est un film exceptionnel. Joe Carnahan est un réalisateur pas assez connu malheureusement, mais si vous aimez ces espèces de thrillers horrifiques, symboliques, extrêmement forts, extrêmement durs et crus, presque à la Carpenter, mais là j'ai même pas envie de dire à Carpenter, c'est un film sur une humanité, et sur un espoir, hein, contrairement à The Thing qui était beaucoup plus pessimiste et qui était un film sur l'apocalypse. Mais c'est pas du tout un film de bourrinage, c'est pas du tout un film d'action, c'est un film même anti-héroïque, j'ai envie de dire. C'est un film assez noir, assez nihiliste, même s'il y a toujours cette lueur d'espoir. C'est vraiment presque un film d'anti-héros, assez bouleversant, assez effrayant, et peut-être le chef-d'œuvre de Joe Carnahan, et un des plus grands films des années 2010. Le Territoire des loups. Le Jack Reacher de Macquarie, un scénariste de Bryan Singer qui fera plus tard de très bons Missions Impossibles comme Rogue Nation. Un petit classique de l'action des années 2010. Moi, ça m'a pas plus marqué que ça. Je préfère beaucoup plus les Missions Impossibles, mais c'est à voir quand même pour le rôle de Jack Reacher, de Tom Cruise, pardon. Par contre, je conseille pas du tout le 2, qui est vraiment un navet. Le Territoire des loups et Jack Reacher. Les Enfants loups, grand classique de l'animation de la décennie. Peut-être le chef-d'œuvre de Mamoru Hosoda, même si c'est pas mon préféré personnellement, mais c'est une fable moderne et contemporaine, peut-être un des grands contes de fées modernes de la décennie. C'est à voir absolument. C'est une sorte de trilogie qui fera de l'enfance avec Le Garçon et la Bête et Mirai, que j'aime beaucoup. C'est peut-être le meilleur des trois, mais c'est pas mon préféré, mais ça reste un excellent film. Les Enfants loups. American Bluff, encore un film de David O. Russell, peut-être pas son meilleur, un film sur l'arnaque, un film sur des personnages qui mettent des masques pour se sentir dans la vie. Bon, c'est peut-être son film le plus à Oscar, peut-être son film le moins inspiré, mais ça reste quand même un excellent film d'acteur. Hop. Man of Steel de Zack Snyder, bon j'aime pas ce film, j'ai pas envie de cracher dessus, donc je vais pas en parler plus que ça. De Rouillé d'os, un très bon Audiard, j'aime beaucoup ce réalisateur, ce qu'il a fait avec Un Prophète et ce qu'il a fait avec Dipan. Là, c'est une espèce de film de frics déguisé, hein, des espèces de monstres qui vont s'aimer. Hein, ce personnage de Matthias Schoenaerts, qui est une espèce d'homme fort, assez presque muet, qui ferait presque penser à l'homme fort dans un cirque. Et ce personnage de Marion Cotillard, qui est une femme tronc, presque une femme sans jambes, qui vont avoir une espèce d'histoire d'amour assez bouleversante. J'aime bien Audiard, je trouve qu'il expérimente pas mal dans le cinéma français, il y a des choses très intéressantes.
La saga, enfin si on peut parler de saga, en tout cas les deux 20 Jump Street et 22 Jump Street, donc la saga de Phil Lord et Miller. Bon, c'est déjà tout l'univers de Phil Lord et Miller, très méta, très postmoderne, bourré de références, qui va se moquer d'énormément de choses. Si on aime ces réalisateurs, c'est vraiment un plaisir à regarder. Si on n'est pas un très très grand fan comme moi, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de limites dans leur cinéma, ça peut vraiment agacer. Je recommande vraiment si vous aimez cet univers, si vous aimez le Spider-Man par exemple, New Generation ou la Grande Aventure Lego. Bon là c'est un peu plus adolescent attardé, mais ça reste très plaisant à regarder si vous aimez cet univers. Encore un Spielberg sur l'histoire, Lincoln, un film qui est sorti en 2012 avec Daniel Day-Lewis dans le rôle de Lincoln. Un film que je n'ai toujours pas revu depuis le cinéma. Un film qui m'avait un peu emmerdé, mais je pense qu'il faut vraiment que je le revoie, que je leur donne une chance. Mais que j'avais trouvé très scolaire. Un film un peu, on dirait un manuel d'histoire pour les livres d'écoliers. C'était très figé, c'était très... Mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est un vrai film de guerre à travers les procès. En fait, c'est un film de tribunal, comme Vers sa destinée de John Ford, par exemple. Mais un film de guerre à travers les paroles, à travers les actes, je pense que c'est très intéressant à revoir. Il faut vraiment que je leur donne une chance et que je le revoie parce que je l'ai pas vu depuis le cinéma. C'est une honte. Lincoln. Fly de Robert Zemeckis. Alors un Zemeckis que j'aime pas du tout personnellement, alors que j'adore Zemeckis et vraiment j'aimais pratiquement tous ses films. Mais cette histoire d'addiction, cette histoire de ce pilote qui va sauver tout un équipage en retournant cet avion et qui va être accusé plus tard de négligence. Je sais pas, ça m'a pas marqué. Je trouve que le film part un peu dans tous les sens pour pas raconter quelque chose d'immense. Pareil, il faudrait que je leur donne une chance. Je l'ai vu qu'une fois. J'en ai pas un grand souvenir. Alors Snowpiercer, encore une fois, un des films de mon top 10. Peut-être pour moi le plus grand film de Bong Joon-ho et un des plus grands films de la décennie. Même ce film pour moi annonce déjà presque Mad Max Fury Road, hein, ce côté post-apocalyptique complètement dégénéré dans sa mise en scène. Pour moi c'est un film, il y aurait tellement de choses à dire. J'adore ce film, j'adore la fin, j'adore la symbolique, j'adore cette histoire de lutte des classes à travers ce train, les pauvres qui vont devoir remonter le train. Mais il y a ce côté un peu presque simulacre où tout est déjà décrit d'avance, qui pourrait presque faire penser à Matrix 2. C'est un film d'une intelligence de découpage. Oui, aussi, Bong Joon-ho s'autorise des libertés de mise en scène où chaque wagon du train va symboliser un genre de film différent. On sait jamais ce qui va se passer. On rentre presque dans la métaphore et dans quelque chose presque de surréaliste et de symbolique à travers ce train. Quand il passe, par exemple, dans le tunnel, là, on va se rapprocher presque d'un Shining, hein, de l'hôtel Overlook dans Shining, où le train devient une métaphore du temps, devient une métaphore de l'humanité. C'est un film qui mélange les genres, qui mélange les mises en scène, qui mélange les impressions. Pour moi, c'est un film que je pourrais regarder aussi en boucle, que j'aime énormément. Cette musique, cette mise en scène. Un Chris Evans génialissime, un casting de fou. Même Tilda Swinton est excellente. C'est un film que je recommande, qui fait vraiment partie de mon top 10 de la décennie. Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je vais passer. Snowpiercer. Ici, le dernier pub avant la fin du monde, le dernier volet de la trilogie Cornetto. Hot Fuzz, c'était le buddy movie. Shaun of the Dead, c'était le film de zombies. Là, on est dans le Body Snatchers. Un film génial. Peut-être pour moi un des plus touchants de la trilogie. Un film d'adieu à ses amis Nick Frost et Simon Pegg. Le film de la maturité avant Baby Driver, avant que Edgar Wright prenne vraiment son essor hollywoodien. Tellement de choses à dire sur ce film, hein, sur cette critique du système des Starbucks et des chaînes de café qui remplacent le monde d'avant où tout est uniformisé. Pour moi, c'est un des meilleurs body snatchers, vraiment, hein, depuis The Leaf de Carpenter. Cette mise en scène avec ces scènes de combat à la Drunken Master, génialissime, inspiré des chorégraphies de Drunken Master de Jackie Chan, où ces hommes se battent bourrés contre des aliens robots body snatchers, génial. Un film qui a énormément de niveau de lecture. Il faudrait même arrêter le film toutes les 2 secondes pour voir tous les clins d'œil de mise en scène et cette construction parfaite. Toujours comme chez Edgar Wright, où tout fonctionne comme dans un fusil de Tchekhov, en fait, sur de la répétition et sur des clins d'œil, sur des images.
Un film génial, hein, pareil, ça c'est du très 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 bon. Le dernier film avant la fin du monde. Pareil, encore un de mes films préférés, Le Conte de la Princesse Kaguya. Il doit être dans mon top 10 de la décennie. En tout cas, pour moi, c'est mon film d'animation préféré de la décennie. C'est le dernier grand film de Takahata, sorti pratiquement en même temps que Le Vent se lève de Miyazaki. Pour moi, c'est un film d'une pureté, d'une sagesse absolue. Takahata, pour moi, a toujours été le meilleur réalisateur de Ghibli. Je trouve que c'est un véritable génie. Je le mets même au-dessus de Miyazaki. Et pour moi, ce film, je peux même pas l'analyser en fait, tellement tout est parfait, tout est beau. C'est à la fois une épure du dessin et une épure du geste, une épure de l'histoire qui paraît un peu simpliste, mais qui en fait raconte tellement. C'est vraiment d'une sagesse. Ce film, pour moi, c'est une estampe en fait. Réalisé, on a l'impression d'un seul geste, quoi. C'est complètement fou. C'est un film qui remet en question les histoires et les traditions aussi de son pays. Ce conte de la princesse Kaguya, on va le retrouver dans beaucoup d'histoires modernes, hein, que ce soit d'une manière un peu déguisée dans le labyrinthe de Pan de Del Toro, ou même dans Kubo, l'armure magique des studios Laika de Travis Knight. Mais c'est un des plus grands films d'animation jamais réalisés pour moi. Et puis bien sûr, Le vent se lève de Miyazaki, que j'aime énormément aussi, mais que j'ai quand même moins aimé que le Kaguya de Takahata. C'est pareil, un film beaucoup plus pessimiste, quoique Kaguya est aussi très pessimiste, mais un film sur la fin de la légende de Miyazaki pour moi, un film sur comment devenir adulte dans un monde qui nous dépasse. Je vais pas spoiler l'intrigue, mais c'est assez magnifique, assez bouleversant. Et c'est pas le Miyazaki de Chihiro, c'est pas le Miyazaki héroïque, c'est pas le Miyazaki de Nausicaa ou de Ponyo. C'est un film d'une grandeur exceptionnelle, d'une grandeur d'âme. À côté de Kaguya, la trilogie de John Wick, personnellement, je suis pas fan du tout. J'ai essayé pour les voir parce que c'était un peu le film qui a redéfini le cinéma d'action dans les années 2010. Personnellement, j'accroche pas du tout, même malgré les espèces de théories sur le lien potentiel avec la saga Matrix. Je suis vraiment pas fan de ce genre de film très techianisé, quoi. Faudrait que je la revoie, mais j'ai rien à dire sur cette saga, ça m'a pas du tout marqué. Ici, il y a aussi des films que j'aime pas, hein, dans ma collection. Desierto, le fils d'Alfonso Cuarón qui fait un film de survival dans le désert, qui vaut quand même pas Gravity, mais qui propose des choses intéressantes, assez belles et très proches de la mise en scène de son père. Le Skyfall de Sam Mendes, le meilleur James Bond de la décennie, même si pour moi James Bond tourne un peu en rond depuis quelques années. Celui-là c'est une vraie proposition de cinéma assez intéressante, très soignée en termes de mise en scène. J'aime beaucoup cette fin qui ferait presque faire penser au Chien de paille, hein, et ce côté retour aux origines. C'est un film un peu cliché, mais ça reste un très bon divertissement de haute volée. Vraiment à voir si vous êtes un grand fan de James Bond. C'est une vraie proposition de cinéma. Skyfall. Moi, je vais faire une autre partie pour les Blu-ray parce que là, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup trop long et j'ai encore pas mal de films à parler. Donc, je vais faire une deuxième partie le plus tôt possible. Allez, salut!